Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Bonjour Frédérique Vidal, vous Bonjour. êtes ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci d'être dans nos studios ce matin. On a énormément parlé de vous suite à une polémique déclenchée par un mot, le mot d'islamo-gauchisme. Pourtant, en octobre dernier, vous donniez une tribune à l'opinion. Vous écriviez notamment « L'université n'est ni la matrice de l'extrémisme, ni un lieu où l'on confondrait émancipation et endoctrinement ». Et le CNRS a même cité cette tribune en disant « Rien ne saurait justifier un changement de discours à ce sujet ». Alors pourquoi avez-vous changé de discours, Madame la Ministre ? Il n'y a absolument aucun changement de discours et bien sûr je ne renie aucun des mots que j'ai pu écrire ou prononcer. Je crois que ce qui est important, c'est que l'on soit capable, dans notre société et dans l'université qui en fait partie, de garder un pluralisme de pensée et de préserver la liberté académique. Et ce qui me paraît important, c'est de lancer le débat. Ce qui me paraît important, c'est d'objectiver les choses. Il y a de nombreuses attaques qui sont portées contre l'université. Il y a des faits, que ce soit des conférences annulées, que ce soit des enseignants-chercheurs qui s'expriment et qui disent qu'ils ont de plus en plus de mal à porter leurs propres recherches. Et donc voilà, j'ai simplement besoin d'objectiver les choses. Alors, ce que l'on remarque, c'est que c'est un sujet qui a été repris, par exemple, dans le baromètre Paris Match de cette semaine. 24% des Français ont évoqué le thème de l'islamo-gauchisme. Est-ce que, par exemple, vous avez décidé de faire de la politique, Madame Vidal ? Écoutez, ça fait 4 ans que je fais de la politique au service des établissements d'enseignement supérieur, au service de la recherche, au service des étudiants. Et donc, bien sûr que je vais continuer à en faire. Une fois de plus, mon objectif est toujours le même et il sera toujours de faire en sorte que chacun, au sein de l'université, puisse exprimer ses idées, puisse mener ses recherches en toute liberté. Et c'est ce que je porte depuis toujours. C'est ce que j'appelle faire de la politique, c'est adresser une sorte de clin d'œil. D'ailleurs, la presse perçue comme étant la presse de droite, j'ai sous les yeux Le Point et l'Express de cette semaine. L'Express titre sur les nouveaux sectaires, Le Point sur ce que subissent vraiment les profs avec l'islamisme. Est-ce que c'est un clin d'œil, une sorte de darmanisation de Frédérique Vidal ? Non, je crois que ce à quoi on assiste, et cette polémique que vous mentionnez, c'est à partir du moment où effectivement on mélange ce qui doit rester la liberté académique et la capacité de mener des recherches sur tous les sujets, et puis effectivement cette vision plus politique et plus clivante de la société. Est-ce que vous avez voulu justement un peu débat est cliver ? lancé. Je n'ai qu'une boussole, c'est faire en sorte que la liberté académique soit préservée dans les établissements d'enseignement supérieur. Je l'ai toujours dit. Et où est-ce qu'elle est menacée, cette liberté académique ? Elle est menacée à partir du moment où on interdit des colloques, à partir du moment où on déconseille à des collègues de s'exprimer. Il y en a eu de multiples. On parle toujours de l'empêchement de Madame Agazinski, du fait qu'on ne puisse pas accueillir un ancien président de la République, du fait qu'il y ait envahissement par des groupuscules parfois extérieurs à l'université. Mais alors, au nom de l'islamo-gauchisme ? Au nom d'une pensée unique, c'est-à-dire on n'a pas le droit aujourd'hui, en tout cas c'est ce qui semble être rapporté par ces faits, et c'est ce que je veux objectiver, de porter des regards différents sur des sujets comme les études postcoloniales, la décolonisation, la racialisation, etc. Est-ce que vous trouvez que ces pensées sont trop présentes à l'université, alors que d'après un comptage, elles seraient finalement assez minoritaires ? Eh bien, je suis heureuse de savoir que vous avez un comptage. Moi, ce que j'essaye d'objectiver, justement, c'est quelles sont la part de ces différentes recherches et veiller à ce que simplement la liberté académique et la capacité à avoir une pluralité de pensée sur l'ensemble des sujets soit bien préservée. Mais alors, justement, Frédérique Vidal, parce que je me suis posé la question, vous venez de la biologie, et justement la différence peut-être de la biologie avec la sociologie ou l'anthropologie, c'est que en sociologie, en anthropologie, on ne peut pas séparer, je ne sais pas moi, ce que vous appelez l'idéologie des faits, un peu comme on séparerait l'eau de l'huile. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible d'être aussi positiviste que cela ?
Moi, je crois que la démarche scientifique, elle est toujours la même, hein. D'abord, quand on pose un sujet de recherche, on le pose sans a priori. Ensuite, on est capable de lire tout ce qui a déjà été publié sur ce sujet, les choses avec lesquelles on est d'accord, comme les choses qui nous interrogent plus. Et ensuite, on est capable de mener un débat contradictoire, c'est-à-dire non pas d'interdire aux autres de parler, mais de mener un vrai débat et d'essayer de les convaincre avec des arguments. Je crois que ça, c'est une règle de la démarche scientifique, toujours guidée par le doute méthodique, toujours vérifier que voilà, ce que l'on apporte à la connaissance, tout en sachant évidemment qu'il n'y a pas de vérité établie pour toujours, et que l'objectif, c'est bien que chaque chercheur arrive et re-questionne l'état de l'art. Mais regardez, même sur le Covid, cette ligne-là, elle est impossible à tenir. C'est-à-dire, on voit bien que, y compris des virologues, des épidémiologistes, ne parlent pas sans arrière-pensée dans ce débat-là. Pourquoi voulez-vous qu'en sciences humaines, ils parlent avec ce que vous appelez objectivité? Mais j'ai tenu le même discours, hein, à propos de... on voit la science en train de se faire dans le domaine médical en ce moment sur beaucoup de plateaux de télévision ou de radio. Chacun arrive avec son intime conviction, et puis au fur et à mesure que les gens débattent, justement, mais débattent dans un contexte scientifique. Moi, je comprends que parfois nos concitoyens aient du mal à suivre la recherche, puisqu'ils voient des gens qui ont l'air tout aussi compétents les uns que les autres venir et dire parfois tout et son contraire. C'est ça la recherche en train de se faire, c'est du débat contradictoire. Ce qui est important, c'est que le contradictoire existe, que le débat existe. Et évidemment, c'est plus simple de le mener dans le monde, j'allais dire, de la recherche, parce qu'on y est habitué, que de le mener sur des plateaux de télévision. Madame la ministre, beaucoup de chercheurs, d'enseignants ont appelé à votre démission. Est-ce que vous ne regrettez pas vos propos ? Non, je ne regrette pas mes propos parce que je sais qui je suis et je sais pourquoi ils ont été tenus, et je sais que l'immense majorité de mes collègues savent aussi pourquoi ils ont été tenus. Ensuite, les polémiques, les procès d'intention, les attaques, alors ça fait par contre partie de ce que j'ai accepté en devenant une femme politique publique. Et alors, dans ce contexte, un contexte assez lourd, il y a une interrogation. Qui a caviardé la fiche de poste de maître de conférence à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation ? Je vais résumer brièvement cette affaire. On soupçonne le ministère, autrement dit vous-même, Madame la ministre, d'avoir modifié une fiche de poste en utilisant des mots, en supprimant des mots qui relèveraient ce que d'aucuns appelleraient les études post-coloniales. Est-ce que vous avez reformulé une fiche de poste ? Je ne vois même pas comment est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille. D'abord parce que je crois que toute ma vie et toute ma carrière démontrent que je suis totalement attachée à la liberté académique et à l'autonomie des universités. Ensuite, je regrette évidemment que des fiches de poste qui soient publiées... On peut l'imaginer parce qu'il y a eu des propos rapportés à ce sujet. On ne peut pas l'imaginer à partir du moment où... voilà, c'est totalement inimaginable, y compris même dans le processus. Ce sont des fiches de poste qui sont discutées dans les conseils académiques des universités, où les départements de formation, les composantes, les laboratoires se mettent d'accord pour rédiger quelque chose. Et c'est ça qui doit être mis en ligne. Et là-dessus, il n'y a vraiment aucune discussion à avoir. Et voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Effectivement, il y a eu une fiche de poste. Il n'y a pas d'enquête actuellement pour savoir comment cela se fait. C'est à l'université de regarder où se situe le dysfonctionnement. Bon, mais vous voulez faire une enquête sur l'islamo-gauchisme, mais pas sur ce qui se passe dans une université ? Je veux simplement avoir un état des lieux. En tant que ministre de la Recherche, je veux avoir un état des lieux de ce qui se fait aujourd'hui en termes de recherche sur un certain nombre de sujets que les chercheurs eux-mêmes vont me proposer de manière à ce que l'on puisse vérifier qu'il y ait pluralité d'idées aujourd'hui dans les universités. Et si le résultat ne vous satisfait pas, qu'est-ce que vous ferez ? Ça veut dire qu'il faudra qu'on finance probablement mieux les recherches de manière à ce qu'on puisse avoir ce débat contradictoire. Et comment ?
Comment simplement. Je veux dire, c'est-à-dire que vous allez prendre des projets de recherche qui existent déjà à l'ANR, à l'Agence nationale de la recherche, et vous allez flécher des projets non islamo-gauchistes. Non, pas du tout. C'est pas, enfin, une fois de plus, je crois qu'il ne s'agit pas de s'enfermer dans cette polémique. Moi, je veux bien utiliser un autre mot si vous m'en non, mais donnez un autre. C'est pas la question. C'est pas la question du mot. C'est simplement, une fois de plus, l'objectif, c'est de vérifier que toutes les recherches sur tous les sujets et sur tous les courants de pensée soient correctement financées. Si aujourd'hui, à cause de la paupérisation de la recherche, qui d'ailleurs va être levée grâce à la loi pour la recherche que j'ai portée, avec une augmentation de 10% de tous les financements de base des laboratoires, ce qui était réclamé, jusqu'à 25% d'augmentation de ces financements dans les 2 prochaines années. Ça, c'est ce qui permet aussi à tous les courants d'être financés. À partir du moment où on a paupérisation de la recherche, à partir du moment où on a moins de moyens, eh bien on voit qu'il y a parfois concentration sur certains courants qui sont plus, à la mode. On a eu le même sujet avec les sciences économiques économiques orthodoxes, hétérodoxes. On m'a même demandé, pendant la loi de programmation de la recherche, de créer une nouvelle section CNU consacrée à une partie des sciences économiques. Moi, il me semble que... Vous l'avez refusé. On ne doit pas partitionner les choses, on doit garder des disciplines, et au sein des disciplines, on doit garder la capacité à porter tous les courants de pensée. Mais Madame la Ministre, vous êtes aussi une chercheuse, vous savez bien que ce sont généralement les pairs qui jugent de cela, qui décident des études, des recherches et qui aussi les évaluent. Ce n'est pas au ministère a priori de le faire. Mais je n'ai jamais parlé d'évaluer quoi que ce soit. Et lorsque vous proposez de faire une enquête. Oui, vous savez, une enquête, ça revient à faire de la bibliose, ça revient à regarder quels sont les sujets de recherche qui sont les plus financés, ceux qui sont les plus présents dans les laboratoires, et de regarder comment est-ce que l'on fait pour que les sciences humaines et sociales, aujourd'hui, retrouvent toute leur place dans notre société, parce qu'elles sont absolument essentielles. Mais quand je rajoute 700 contrats doctoraux, parce que dans les sciences humaines et sociales, il n'y a que 40% des doctorants financés, c'est bien ce que je fais. C'est je donne la possibilité aux jeunes qui souhaitent s'engager dans des doctorats et aux professeurs et aux chercheurs qui vont les encadrer, eh bien, de pouvoir financer des thèses sur tous les sujets. Et je crois que c'est vraiment ça qui est important. Mais alors, justement, parmi les critiques adressées à vos propos, Madame la Ministre, il y a l'idée que aujourd'hui, il y a une grande détresse des étudiants et que ce serait une manière d'allumer un contre-feu. Que faites-vous pour venir en aide à ces étudiants qui aujourd'hui sont dans la détresse? Ça aussi, je l'ai toujours dit, et je crois que l'ensemble des chefs d'établissement peuvent en témoigner. Je me bats tous les jours pour les étudiants, je me bats tous les jours pour qu'ils puissent revenir en cours. Ils vont revenir tous en cours? Comment ça va se passer, Madame? Ils y sont en réalité. Ils y sont? Bien sûr, ils y sont. Alors, moi j'ai des chiffres à hauteur de 20% au maximum. Oui, je vous rappelle que au mois de mars dernier, il n'y avait aucun étudiant en présentiel, qu'au moment où nous avons reconfiné... 20%, c'est pas tous. Bien sûr, c'est chaque étudiant pour l'équivalent d'une journée par semaine. Une journée par semaine, on le sait bien, ça peut être beaucoup plus que 20% d'un programme. Voilà, un programme, c'est une vingtaine d'heures, 20-25 heures par semaine. Leur permettre de revenir l'équivalent d'une journée par semaine, c'est leur permettre de retrouver le lien, de retrouver leurs profs, de retrouver les autres étudiants. C'est leur permettre de reprendre une vie universitaire avec non seulement la capacité à recevoir des enseignements en présentiel, mais aussi la capacité à nouer du lien. Et c'est ça qui leur a extrêmement manqué. J'ai passé tout mon temps sur le terrain à aller voir des étudiants, à regarder comment les choses se passaient pour eux. Elles se passent de façon différente. La formation à distance, il y a eu un énorme effort qui a été fait par l'ensemble des universités. Mais il faut savoir qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais fait de cours à distance. Donc moi, ce que je veux saluer, c'est cette immense solidarité entre les étudiants et les enseignants, et les étudiants eux-mêmes.
Parfois, ils voient bien que leurs enseignants n'ont pas l'habitude. Est-ce que pour autant, ils leur en veulent? Non, au contraire, ils sont là. Et d'ailleurs, ils ont été présents aux examens. Et d'ailleurs, ils ont réussi leurs examens. Et je crois Justement, que c'est ça qu'il faut le saluer. bilan des examens aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut dire à ce sujet, Madame la Ministre? Alors, on a le bilan complet qui a été fait sur la présence aux examens. Et là, on ne note pas de décrochage massif, ce qui était vraiment une première question et une première inquiétude. Donc, globalement, on a un taux de présence aux examens qui est quasiment équivalent à celui de l'an dernier. Il est 3 points en dessous seulement. Et puis, en termes de résultats, les résultats commencent à tomber. Dans l'immense majorité des cas, ils sont comparables à ceux de l'année dernière, ce qui montre que le système a tenu. Et une fois de plus, je suis extrêmement fière que ce système ait tenu. C'est plus de 35 millions d'euros pour aider les établissements à s'équiper, pour aider à la formation des professeurs qui ont été mis dans les établissements. Et en termes de résultats, mis à part sur certains endroits particuliers où on peut observer 5 à 10% de résultats plus faibles, dans la majorité des endroits, les chiffres semblent être des chiffres comparables à ceux des années précédentes. On a par exemple l'ensemble des résultats de la filière STAPS, c'est totalement comparable. Beaucoup de misère en milieu étudiant parce que tout simplement il n'est pas possible d'avoir des petits boulots en ce moment. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous comptez faire, Madame la Ministre? Alors, énormément de choses depuis d'ailleurs la fin du premier confinement et toujours évidemment en lien avec les associations étudiantes, en lien avec les syndicats étudiants. On a commencé par préparer la rentrée en gelant absolument tous les prix des loyers, les prix des droits d'inscription, les tickets restaurants universitaires à 1 euro, d'abord pour les boursiers puis pour tous les étudiants. 2 aides exceptionnelles, une au mois de juin pour ceux qui avaient perdu leur stage et leur travail, pour les étudiants ultramarins, une autre aide exceptionnelle au mois de décembre, 22 000 emplois étudiants créés dans les établissements et dans les Crous, parce qu'on sait que la question de l'emploi étudiant est évidemment très importante. Plus de 19 millions d'euros d'aide alimentaire, d'aide informatique, numérique, des achats d'ordinateurs, des prêts d'ordinateurs, des conventions avec un certain nombre d'associations pour avoir de l'accès au débit. Enfin, voilà. Et alors, d'où vient le sentiment qu'ils se sentent à la fois désemparés et isolés, ces étudiants lâchés par le ministère, Madame la Ministre? Non, mais ça encore, je crois que ce qui est important, c'est que on voit bien que tout le monde vit une drôle de vie depuis 1 an. Et les étudiants, les étudiants, ils sont à un âge de la vie où ils sont en train de se construire et ils avaient des rêves, des projections sur leurs années universitaires. Et le fait qu'ils aient eu une année complète perturbée, difficile, compliquée, et qu'ils n'aient pas lâché, ça montre qu'effectivement c'est difficile pour eux, mais ça montre aussi qu'ils ont cette capacité à tenir. Et ça d'ailleurs, et c'est ce que je leur dis en permanence, ce sera important qu'ils le portent comme quelque chose qui n'appartient qu'à eux, qui n'appartient qu'à cette génération-là. Madame la Ministre, est-ce que pour les enseignants, puisque le télétravail a requis plus de travail, est-ce que vous imaginez un dispositif? Alors, l'enseignement à distance, effectivement, c'est quelque chose qui demande une préparation d'autant plus importante. Est-ce qu'il va y avoir concrètement des primes pour les enseignants? Écoutez, on rehausse pour l'ensemble de la recherche des primes cette Covid. année des primes. Il y a eu des primes Covid l'année dernière. Pour le moment, la question ne s'est pas encore posée pour cette année. Si je vous la pose. Mais ce qui me paraît important, c'est de dire que, alors là, de façon générale, il est important que l'on revoie l'ensemble des rémunérations des chercheurs et des enseignants-chercheurs. C'est ce qui est prévu dans la loi de programmation. Concrètement, qu'est-ce que ça pourrait donner? C'est 644 millions d'euros. Ça veut dire dès cette année, 1 000 euros. Et dans les 5 ans qui viennent, 6 000 euros de plus par an, par enseignant. Et évidemment, ça concerne aussi les personnels administratifs, les personnels techniques, parce qu'une université, c'est un ensemble. Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans une vingtaine de minutes, nous recevrons Sonia Garel. Elle est neurobiologiste, directrice de l'équipe développement et plasticité du cerveau. Elle entre au Collège de France. Aujourd'hui, elle donnera sa leçon inaugurale et auparavant, elle sera donc dans ce studio. Il est 8h sur France Culture. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Ernet. Bonjour Sonia Garel.
Bonjour. Et merci d'être dans ce studio. Vous êtes neurobiologiste et vous allez effectuer aujourd'hui à 18h votre leçon inaugurale au Collège de France. Alors pour présenter en quelques mots votre trajet après un doctorat en biologie du développement à Paris, vous avez effectué un séjour postdoctoral en Californie, à San Francisco. Vous avez rejoint l'INSERM en 2003. Vous dirigez depuis 2008 l'équipe développement et plasticité du cerveau. Et alors là, je vais faire quelque chose de très risqué. Je vais essayer de résumer ce que j'ai compris de vos recherches. Vous tentez de placer l'étude du cerveau dans le contexte du corps et de la dynamique des vies. Et votre domaine de recherche, plus particulièrement, relève des interactions neuro-immunitaires qui concernent donc à la fois le corps et le cerveau, avec un certain nombre d'espoirs liés à vos recherches, notamment sur la compréhension de la maladie d'Alzheimer. Avant d'évoquer ces recherches à proprement parler, Sonia Garel, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de ces différents articles? Il y en a beaucoup dans la presse aujourd'hui sur le Covid long et sur la manière dont le Covid, a priori un virus avec des conséquences tout d'abord respiratoires, pourrait affecter le cerveau. Bonjour et merci de me recevoir. Donc oui, effectivement, il y a de plus en plus de données qui montrent que les patients atteints de Covid court et Covid long, peuvent dans certains cas avoir des affections, des problèmes cérébraux, cognitifs ou autres. Donc on est encore au début des recherches, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais un virus peut atteindre les fonctions cérébrales finalement de deux manières. La première, c'est rentrer directement dans le cerveau et l'atteindre. Il y a des exemples. Enfin, on peut penser méningite, on va affecter directement le circuit. Et en fait, il y a d'autres manières. C'est que la réponse immunitaire inflammatoire face à une infection va indirectement affecter les fonctions cérébrales. Et par exemple, il y a quelque chose qu'on appelle le comportement de maladie, c'est-à-dire un ensemble de réactions comportementales quand on a une forte infection ou inflammation. D'ailleurs, on dit de quelqu'un, il est malade. Et on voit très bien l'état que ça décrit, un état apathique, on bouge peu, on est un peu mou, dépressif. Il y a d'ailleurs des points communs moléculaires avec l'état dépressif. Et en fait, ça, c'est l'illustration du fait que le système immunitaire ou la réponse inflammatoire agit directement sur notre réponse comportementale et les fonctions cérébrales. Mais alors justement, comment comprendre cela, Sonia Garel? Parce que j'avais cru comprendre qu'il y avait dans le cerveau un processus qui, justement, constituait une sorte de barrière qui empêchait les virus de pénétrer. Oui, alors tout à fait. Le cerveau a cette particularité d'être derrière ce qu'on appelle, c'est un mot un peu barbare, la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire une barrière qui est régulée, qui est entre la circulation sanguine et le tissu cérébral. Et en fait, cette barrière, elle protège vraiment le cerveau. Quelque part, elle l'isole un peu des défenses immunitaires. Par exemple, quand on fait une greffe dans n'importe quel organe, cette greffe va être rejetée parce qu'elle est reconnue comme étant un tissu extérieur. Dans le cerveau, c'est pas le cas parce que les cellules circulantes n'y arrivent pas. Mais par contre, dans le cerveau, il y a des cellules résidentes immunitaires qui ont un nom aussi un peu particulier, qui s'appellent des microglies, qui ne sont pas des neurones. Voilà, dans effectivement, dans vos études, il est souvent question de microglies. Voilà. Et ces petites cellules qui sont dans notre cerveau à côté des neurones sont des cellules immunitaires. Et pendant longtemps, on a pensé que ces cellules étaient finalement des nettoyeuses, des agents de sécurité du cerveau simplement, c'est-à-dire protégeant le cerveau contre des lésions, des inflammations, donc par exemple en cas d'infection du tissu, mais aussi en cas, par exemple, d'AVC, enfin de lésions vraiment du tissu. Et en fait, il y a des grands nombres d'études ces 20 dernières années, par beaucoup de laboratoires, qui montrent qu'en fait, ces cellules sont capables de réguler l'activité cérébrale, la fonction des neurones, et pendant toute la vie. Et ces cellules immunitaires rentrent dans le cerveau pendant la vie embryonnaire, et elles restent là, finalement, à l'échelle de la population, tout au long de la vie. Et on s'est rendu compte qu'elles régulaient le développement, les fonctions cérébrales, mais aussi elles participent finalement à des maladies neurodégénératives. Et donc, en fait, ces cellules immunitaires sont là tout au long de la vie, régulent l'activité cérébrale, et comme c'est des cellules immunitaires, elles sont sensibles à tout un tas de signaux qui viennent du système immunitaire, du corps,
de la réponse à des virus et aussi de l'environnement microbien plus général, par exemple la présence, la composition du microbiote, c'est-à-dire les micro-organismes qui nous colonisent et plus particulièrement la flore intestinale. Ça veut dire qu'il y a des liens spécifiques, notamment entre le cerveau, Sonia Garel, et les intestins? Oui, alors ça c'est effectivement un domaine de recherche qui émerge beaucoup. On a un lien direct. Alors ce lien, il est nerveux aussi, parce qu'on a des nerfs, notamment le nerf vague, mais qui innervent directement nos intestins. Le nerf vague, c'est... C'est grosso modo un nerf qui va relier les intestins directement au cerveau. Donc il y a aussi des interactions vraiment purement nerveuses entre les intestins et le cerveau, mais il y a aussi on va dire, un dialogue systémique entre des choses qui sont dans notre intestin, le système immunitaire associé à l'intestin et les fonctions cérébrales. Ça veut dire que, par exemple, je vais le dire vraiment de manière extrêmement simple et candide, Sonia Garel, quand on a mal au ventre, c'est pas la même chose que d'avoir mal aux pieds. Ça peut produire ou ça peut être la conséquence d'autres choses sur notre état psychique. Alors, la douleur, c'est encore autre chose, j'ai envie de dire. La douleur, effectivement, atteint notre état psychique et la douleur est associée à une réponse nerveuse et parfois immunitaire. Donc là, on a vraiment des interactions croisées qui sont difficiles à démêler. En ce qui concerne le microbiote et nos intestins, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et on commence à démêler tout ça. Donc c'est ça qui est intéressant et fascinant en ce moment, c'est qu'on arrive à un moment où toutes les connaissances qu'on a sur le système immunitaire, sur le système nerveux, sur le cerveau, sur l'interaction avec le monde microbien, nous permettent de commencer à démêler tout ça et à construire finalement un raisonnement logique, rationnel, scientifique pour aborder des interactions qui ont été jusqu'à présent finalement peu étudiées. Et on se rend compte par exemple que les microglies, ces cellules immunitaires, participent à tout un tas de maladies neurodéveloppementales, mais aussi neurodégénératives, et notamment la maladie d'Alzheimer, comme vous l'évoquiez. Mais alors, est-ce que ça veut dire, pour en terminer sur ce nerf vague, qu'il y a, par exemple, une possibilité de dire que les intestins, c'est notre second cerveau? Vous qui êtes une grande spécialiste du cerveau, Sonia Garel, quand vous entendez cette phrase, qu'est-ce que vous vous dites? Alors en fait, le nom second cerveau, ça fait beaucoup référence au fait qu'il y a aussi beaucoup de neurones dans nos intestins qui contrôlent tout ça de manière un petit peu, enfin pas autonome, mais qui régulent toutes ces fonctions. Et effectivement, j'ai envie de dire, c'est plus le symptôme du fait qu'aujourd'hui, on est capable de replacer l'étude du système nerveux et du cerveau, et cette fois-ci le premier, dans un contexte beaucoup plus intégré, qui est celui du corps. La vision, on va dire, du cerveau comme pure machine, ordinateur, qui a beaucoup été développée au cours du 20-21e siècle, qui fait aussi écho à quelque chose de plus ancestral, qui est un dualisme corps, esprit et dissociation finalement en fait des fonctions cérébrales. Et le fait qu'on a toujours une approche réductionniste pour commencer à comprendre un organe aussi complexe que le cerveau, on fait qu'au finalement on l'a un peu dissocié de tout cela. Et aujourd'hui, en reprenant une approche intégrée cellulaire, on se rend compte de toutes ces interactions croisées qu'on va pouvoir commencer à étudier. Et il y en a beaucoup. Là, j'ai parlé des cellules immunitaires dans le cerveau, mais on sait aussi que le cerveau peut contrôler ou réguler certaines fonctions immunitaires. Un des exemples classiques, par exemple, c'est l'effet placebo, où on voit que finalement, on est capable, certaines substances sont capables d'avoir un effet, certes petit, mais quand même en réponse à des inflammations, des infections, et que tout ça est régulé par le cerveau. Donc des interactions croisées que maintenant, on va pouvoir commencer à aborder et qui sont importantes tout au long de la vie, depuis vraiment la vie prénatale jusqu'à la vieillesse. Voilà. Est-ce que l'on comprend justement l'effet placebo, Sonia Garel ? Mais alors, l'effet placebo, c'est un effet assez fascinant, en fait. Et ce sont des choses qu'on connaît depuis très longtemps. Placebo, ça veut dire plaire. Et au départ, ça désignait des traitements qu'on donnait pour consoler
les patients. On pensait que ça ne marchait pas, que c'était, comme disait, c'est une phrase qui est attribuée à Ambroise Paré, le devoir du médecin, c'est guérir parfois, soulager souvent et consoler toujours. Donc c'est vraiment, l'idée c'était ça. Et en fait, on s'est rendu compte à la fin du XVIIIe siècle que ces traitements consolatoires qu'on donnait depuis l'Antiquité pouvaient dans certains cas avoir un effet. Et on commence maintenant à décrypter, à se rendre compte que effectivement, certaines actions peuvent agir en périphérie sur le système immunitaire et qu'il y a des liens entre cerveau et contrôle des fonctions immunitaires. Sonia Garel, lorsqu'on vous écoute, lorsque vous dites qu'il n'y a pas de dissociation entre le corps et l'esprit, on a l'impression finalement de retrouver certains enseignements de philosophie ou de sagesse orientale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que j'en pense ? Pas de ces philosophies et de ces non, sagesses, mais le parallèle qu'on peut faire. Oui, en fait, l'idée, c'est juste de replacer le cerveau comme un organe comme les autres, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'effectivement, il contrôle beaucoup de fonctions, mais il est en interaction avec tout le reste. Et il y a beaucoup de philosophies orientales qui intègrent tout ça. Il y a aussi beaucoup, justement, de philosophes qui ont émis des idées tout à fait fascinantes là-dessus. Je ne suis probablement pas la meilleure personne pour en parler. Mais je pense que justement aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant, on est à la croisée des chemins où on va pouvoir regarder, évaluer ces interactions de manière, on va dire, rigoureuse, scientifique, sortir justement d'une idée un peu fantasmée ou imaginée et construire sur des savoirs réels sur ces interactions pour après développer à terme, on espère, des approches thérapeutiques pour de nombreuses maladies. Alors, il faut savoir qu'on en est à l'étape de la recherche et que, bien sûr, ça peut être long pour passer à la médecine, mais ça veut dire qu'il faut d'autant plus creuser dans cette direction et rétablir les savoirs et la connaissance dans ce domaine. Le cerveau, un organe comme les autres, Sonia Garel, plus compliqué que les autres ? J'ai envie de dire oui, mais c'est parce que je m'y intéresse. Mais effectivement, je pense qu'il y a toujours quelque chose de fascinant, c'est-à-dire comment est-ce que cet amas de cellules, cette espèce de tas, cette substance, peut permettre toutes les fonctions qu'elle permet de faire dans de nombreux animaux, c'est-à-dire percevoir des réponses comportementales adaptées, de la réflexion. C'est toujours quelque chose de fascinant. Et si aujourd'hui, on sait de mieux en mieux comment les circuits sont connectés, permettent certains comportements, il y a une vraie explosion dans le domaine des neurosciences. On arrive à relier des travaux qui sont faits chez l'animal à des choses qui sont faites chez l'homme, qui sont liées avec les pathologies. Donc, il y a vraiment des grandes avancées. C'est une phase assez excitante et passionnante. Et c'est vrai qu'il nous reste encore un long chemin à parcourir. Je l'ai dit en introduction, Sonia Garel, vos recherches peuvent avoir des conséquences sur la compréhension d'un certain nombre de maladies, notamment la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on sait sur Alzheimer? Quelles sont les pistes que vous poursuivez qui pourraient donner espoir à ceux qui souffrent de cette maladie, à leurs proches? Alors personnellement, dans mon équipe, on travaille surtout sur le développement. Donc, on s'intéresse de loin à la neurodégénérescence, mais j'ai envie de dire de loin, je vais pas vous mentir. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les microglies, donc ces cellules immunitaires du cerveau, sont directement impliquées comme facteurs causal ou contributifs à la progression de la maladie. Et en fait, ces résultats-là, ils viennent de la génétique. On sait que la maladie d'Alzheimer a une composante génétique et on s'est rendu compte que certains risques génétiques étaient liés à l'immunité innée, et donc des gènes qui ne sont exprimés dans le cerveau que par ces cellules immunitaires. Et suite à ça, il y a tout un tas de travaux qui ont montré que, effectivement, les microglies sont capables de reconnaître les plaques qui sont des amas qui sont caractéristiques de la maladie d'Alzheimer, de réguler l'élimination des synapses, la mort des neurones, etc. Donc elles participent, on sait, de manière causale à la maladie. Et donc ce qui est intéressant, c'est que étudier ces cellules peut nous permettre de les manipuler, les modifier. Et en étudiant ces cellules à toutes les étapes de la vie, on peut espérer à terme manipuler, modifier ces cellules pour éventuellement développer des nouveaux outils thérapeutiques. Comme ces cellules sont sensibles à plein de signaux extérieurs, c'est un petit peu aussi une nouvelle voie d'entrée dans le cerveau pour ensuite manipuler
Mais des alors, circuits. lorsque vous faites le lien dans vos recherches de neurobiologiste, Sonia Garel, entre le cerveau et le système immunitaire, par exemple, la maladie d'Alzheimer, peut-être d'autres maladies, sont-elles liées à des emballements du système immunitaire ou bien à des insuffisances? Le système immunitaire. Alors, oui, alors, pour revenir un peu sur les pathologies, on commence à savoir aussi qu'il y a peut-être, ou en tout cas, on a des arguments pour penser qu'il y a aussi des dérégulations immunitaires qui peuvent contribuer à l'émergence de maladies développementales, comme les troubles du spectre autistique ou la schizophrénie, et donc qui seraient des dérégulations précoces. Alors, dire un emballement ou une insuffisance, finalement, ce qu'on cible là, c'est un déséquilibre. Et en fait, un déséquilibre, effectivement, des fonctions immunitaires va aboutir à des modifications du système immunitaire, aussi bien en périphérie que dans le cerveau, qui vont pouvoir ensuite atteindre et modifier les fonctions cérébrales ou les circuits, ou la construction, en fait, même des circuits. Ce qui veut dire que là aussi, on peut avoir des mécanismes de compréhension. Par exemple, la schizophrénie, est-ce que j'ai vu qu'il pouvait y avoir, ou en tout cas c'est une hypothèse, un lien entre la grippe, certaines grippes, Oui. et la schizophrénie? Qu'est-ce que ça veut dire, Sonia Garel? Alors, donc on sait que les maladies neurodéveloppementales comme les troubles autistiques et la schizophrénie sont des maladies qu'on appelle neuropsychiatriques, c'est-à-dire qu'il y a, on va dire, un défaut aussi neurologique associé, donc vraiment de construction, de raffinement des circuits, et qui affecte le développement des circuits, même si les symptômes peuvent arriver beaucoup plus tard. Il y a une composante génétique certaine, et il y a des études, notamment la grippe espagnole de 1918-1919, qui ont montré que ces épidémies pouvaient être suivies par une augmentation de l'incidence de certaines maladies neuropsychiatriques, dont la schizophrénie. Donc c'est des choses qui sont difficiles à démontrer. Et pour l'instant, il y a quand même des arguments, même s'ils sont faibles. Mais ce qu'on sait, c'est que dans des modèles animaux, si on mime, on reproduit une infection majeure pendant le développement, notamment prénatal, on est capable d'induire dans la descendance des symptômes comportementaux. Donc on sait qu'il y a vraiment un lien possible entre des modifications, des déséquilibres immunitaires et la construction des circuits et les comportements qui y sont associés par la suite. Mais alors, dans les recherches que vous menez, Sonia Garel, lorsqu'on travaille sur le cerveau, quand on a ce type de causes qui sont des causes biologiques, puisque vous dites que parmi les hypothèses, eh bien, la schizophrénie pourrait être causée, par exemple, par un virus ou être la conséquence indirecte d'une grippe. Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'on abandonne la psychanalyse, qu'on abandonne Freud? Bref, qu'est-ce que vous en pensez? Alors je vais mesurer tous ces propos. Encore une fois, ces maladies neuropsychiatriques sont des maladies multifactorielles et il faut vraiment prendre en compte tous les facteurs. C'est le cas de le dire. Donc, je veux pas dire qu'avoir une grippe pendant sa grossesse, ça va rendre vos enfants, la descendance avec des maladies neuropsychiatriques. On n'en est pas là du tout. On parle de risques, de possibilités, etc., etc. Donc, je voudrais être très claire là-dessus. Et ensuite, sur les traitements, je pense qu'il faut faire feu de tout bois. Je pense que c'est des maladies qui sont lourdes. C'est des maladies... Et justement, en fait, il faut pouvoir commencer à intégrer de manière rationnelle, constructive, basée sur des études scientifiques, tous les possibles et toutes les approches thérapeutiques possibles. Vous qui travaillez sur le cerveau, Sonia Garel, l'inscription du genre dans le cerveau, que sait-on? Qu'est-ce que vous pensez là aussi de ce sujet? Alors là, c'est... Je voulais pas vous... Non. embêter. Alors, le genre, je vais éviter le genre tout de suite. Je vais parler peut-être de l'incidence ou de la modification que peut avoir l'identité sexuelle, qui est pour moi quelque chose d'un petit peu différent, qui est contrôlé par des chromosomes sexuels, par des hormones, et qui est quelque chose qu'on peut étudier de manière rigoureuse, par exemple chez l'animal. Alors que je pense que le genre, c'est une question qui est beaucoup plus complexe. Compliqué. Voilà. Donc, ce qu'on sait, par exemple, par rapport aux interactions neuro-immunitaires, c'est que le système immunitaire et certaines
proportion des cellules immunitaires vont présenter ce qu'on appelle des dimorphismes sexuels. C'est-à-dire être différents, un petit peu différents chez les hommes, chez les femmes. Et aussi, on retrouve ça dans des espèces animales. Ça va être lié, encore une fois, à plusieurs facteurs, chromosomes sexuels, hormones, etc. Et on retrouve ce dimorphisme sexuel aussi dans les cellules immunitaires du cerveau, par exemple, qui vont répondre de manière un petit peu différente. Donc chez des animaux qui ont une identité sexuelle, mâle ou femelle. Et ça, on peut imaginer que ça pourrait, et encore une fois, on est vraiment dans des étapes de recherche, que ça pourrait modifier la manière dont les circuits répondent, sont atteints, modifiés par donc des modifications neuroimmunitaires ou aussi dans des pathologies. Parce que, par exemple, les maladies neurodéveloppementales vont avoir une incidence ou une prévalence beaucoup plus forte chez les individus mâles. Et puis, il y a des maladies comme les maladies auto-immunes, par exemple le lupus ou des maladies comme la sclérose en plaques ou même la maladie d'Alzheimer, qui ont une prévalence accrue chez les femmes. Donc, on va retrouver des fenêtres développementales et des modifications qui peuvent être différentes comme ça en fonction de l'identité sexuelle. Sonia Garel, justement, puisqu'on parle d'hommes et de femmes, le fait d'être une femme, d'être neurobiologiste, de diriger une équipe de recherche, puis d'entrer au Collège de France, est-ce qu'aujourd'hui, on tente de compenser le fait qu'il y a peu de femmes dans ces domaines-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que j'ai vécu? Écoutez, je pense que les choses changent. Les choses changent peut-être pas de manière assez radicale ou assez vite. Je pense qu'on a toujours l'image du scientifique ou de l'érudit qui est un homme blanc d'un certain âge. Donc j'élargirais le débat finalement un peu plus à d'autres critères que justement hommes et femmes. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut soutenir, développer. L'exemple, c'est quelque chose qui est important. Et la science, c'est une passion. C'est une passion qui dépasse, je pense, le fait d'être un homme ou une femme. Donc voilà, moi, je prends cette mission, j'ai envie de dire, un petit peu indépendamment de mon genre. Mais est-ce que malgré tout, votre genre a été un obstacle? Est-ce que vous avez dû triompher d'un certain nombre de réticences, de pesanteurs? Je ne sais pas. Oui, sûrement. C'est-à-dire qu'on a tous des biais cognitifs, les femmes y compris. On a tous tendance à penser qu'une voix grave va être plus convaincante. On a tous tendance à couper plus la parole à des femmes. Le monde académique, scientifique est un monde, comme beaucoup de monde, qui peut être un petit peu conservateur. Et donc, effectivement, je pense qu'on doit, entre guillemets, surmonter ces étapes-là. Et quelque part, je pense que les personnes le font à leur manière, de manière différente. Moi, je l'ai fait plutôt, on va dire, en naviguant à vue et en essayant de continuer à faire ça. Mais en tant que femme, par exemple, je défends beaucoup la place des femmes dans les laboratoires. J'essaye d'être impliquée dans la promotion des femmes et de la diversité en général dans les laboratoires. Je pense que c'est important d'aller dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, pour expliquer que ça n'est pas l'apanage d'une élite, d'un certain type de personnes, et que les femmes et d'autres personnes doivent pouvoir remplir cette mission. Et le Collège de France, avec sa mission d'enseignement ouvert et de visibilité, est vraiment un endroit absolument formidable pour faire ça. Vous avez fait un passage aux États-Unis. Pourquoi? Parce que en France, c'était plus compliqué de faire de la recherche? Alors, j'ai fait un passage aux États-Unis. Alors, les post-doctorats, c'est quelque chose qui est assez classique aujourd'hui. Et c'est une expérience multiple. C'est aller voir comment la recherche est faite ailleurs. C'est aller se confronter à une autre culture. C'est-à-dire que la prise de risque n'est pas la même dans les différents pays, dans les différents endroits. Et c'est une expérience qui a pour moi été très enrichissante à plein de points de vue. Après, on peut faire un post-doctorat en France et il y a d'excellents laboratoires. Je ne vais pas dire le contraire. Qui vont bien? Alors, il y avait ma ministre à cette place. J'ai cru, là.
il y a quelques instants, qui vont bien. Ça serait excessif de dire ça. Je pense Alors que... ne le dites pas. Je pense qu'en ce moment, la recherche en France vit une période un peu compliquée. Je pense que ça fait quelque temps les laboratoires vivent des périodes compliquées pour des problèmes de financement, des problèmes d'organisation. Mais je voudrais rappeler que derrière tout ça, il y a des gens absolument passionnés qui ne comptent pas leurs heures, des étudiants, des postdoctorants, des techniciens, des chercheurs qui vraiment sont dédiés à ce qu'ils font, travaillent de manière extrêmement intensive, doivent publier leurs travaux dans un contexte de compétition internationale qui n'a pas de frontières, que c'est un métier qui est demandant, d'ailleurs on peut le faire que si on est passionné, et que c'est important aujourd'hui, je pense, de reconnaître ça, c'est-à-dire les acteurs de la recherche. On est un peu dans une phase de personnification, c'est-à-dire un tel ou un tel. Moi, ce que je vous raconte, c'est le travail des gens qui sont dans mon équipe. Et c'est leur travail à eux. C'est leurs efforts, c'est tout ce qu'ils donnent. Donc voilà, je pense que de dire que la recherche va mal, c'est effectivement rappeler que c'est quelque chose qu'il faut soutenir. Parce qu'aujourd'hui, si on se sort de cette pandémie, grâce au vaccin, j'espère qu'on se souviendra qu'il fallait avoir de la recherche fondamentale pour développer ces vaccins, qu'il faut un terreau de recherche fondamentale, appliquée et d'innovation, et reconnaître les acteurs qui participent à tout ça. Merci beaucoup, Sonia Garel. Donc à 18h, vous allez donner votre leçon inaugurale au Collège de France. On vous dit merde? Oui, je le prends, je vais en avoir besoin.